people, comme vous l'avez vu dans le film, aujourd'hui on présente un film de Zendaya. Donc franchement, je suis super hypée. Zendaya, je suis là. Bon, bien évidemment, ce film n'appartient pas à Zendaya. Donc, je vais pas seulement vous parler de Zendaya et autres, etc. Non, il y a Robert Pattinson, il y a d'autres acteurs dont je tairai le nom parce que actuellement je les déteste après avoir vu ce film. Mais je dois vous présenter The Drama. Donc comme vous avez vu dans le titre, The Drama. Donc c'est parti pour un décryptage ou une description du film, ça dépendra parce que moi franchement je vous raconte tout en fait. Il y a même des fois auxquelles je doute à vous spoiler ou pas, mais là dans cette vidéo c'est obligatoire de vous spoiler, donc petit disclaimer, je vais vous spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, ça sert à rien de venir ici parce qu'ici je vais donner mon avis et en plus de donner mon avis, je vais décrire ce qui se passe dans ce film. Voilà, donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez être spoilé, c'est parfait. Si vous l'avez vu et que vous voulez des opinions, c'est parfait aussi. Et donc on démarre cette vidéo dans un café, donc c'est un peu, vous savez les coffee shops, mais un peu comme Starbucks. Donc les gens ils viennent, c'est friendly et tout, vous pouvez lire vos bouquins, vous êtes un peu dans votre monde. Et là on a une scène, genre carrément, vu qu'il y a mes livres ici, on croirait que je veux répliquer la scène, alors je peux littéralement vous la faire. Donc on se retrouve comme ça avec Zendaya qui lit et Robert Pattinson qui récupère un café. Et là, il voit la fille et il se dit waouh, ok, c'est elle que je veux. Bref, il essaie de venir lui parler, gros flop. Et ensuite, il revient pour lui parler de nouveau. Et là, elle entend quelque chose avec son oreille, sauf qu'elle est sourde d'une autre oreille. Donc elle se met à l'écouter et il recommence la scène à nouveau. Elle lui dit ouais, est-ce que vous pouvez recommencer la scène parce qu'en fait je suis sourde. Il recommence, c'est ridicule et coup de foudre. Voilà, donc là il y a leur premier date et autres, ils s'expliquent, ils racontent un peu leur vie. Désolée, je regardais mon micro. Je suis désolée, je sais pas s'il est allumé des fois. Il commence à raconter un peu son histoire parce que du coup c'est Robert Pattinson qui parle à son ami parce qu'ils vont se marier et qu'ils sont en train de faire leur lettre de, leur vœu. Voilà, moi je me suis pas mariée, je peux pas vous raconter comment ça se passe. Je ne sais pas. Donc il commence à noter un peu ses vœux, il a fait un paragraphe énorme, franchement, c'est magnifique, il parle d'elle d'une super belle manière et franchement on voit qu'il est amoureux et c'est ce que cette scène essaye un peu de nous montrer. Jusqu'ici, pas de problème, petit décryptage un peu de leur relation et il se rend compte, du coup il raconte son premier date, comme il a menti en disant à Zendaya qu'il avait lu le livre alors qu'il l'a pas du tout lu, au premier date elle commence à lui parler du livre et là il avoue la vérité. Hop, nouveau coup de foudre, il rigole, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer à la meilleure scène du film, celle que vous attendez tous, que j'attends et que vous attendez aussi, la scène des secrets. Et là, je vais vous dire les secrets de tout le monde. On va passer au first secret, donc littéralement le premier secret, celui de Mike. Et là, j'espère que vous êtes prêts. C'est le plus pourri de tous. Max avoue, un peu sous le joug de sa copine, parce que sa copine un peu lui force la main. Littéralement, elle lui force la main, mais on va faire comme si c'était une petite action. Il avoue qu'il avait une copine à l'époque et que ils étaient, un peu en train de batifoler, dans leur relation. Et que là, il y a un énorme chien qui apparaît. Et qu'est-ce qu'il fait pas, le gars? Il utilise son ex pour qu'elle se fasse bouffer, et pas lui. Et du coup, c'était son secret le plus honteux qu'il avait avoué à sa nouvelle copine, qui d'ailleurs arrive, parce que son secret à la madame, je vous assure que c'est une petite pépite. Deuxième personnage, attendez, je vais le faire de sens, là on passe à Rachel. Rachel est pour moi le pire personnage, mais on arrive sur mon avis juste après vous avoir raconté son secret. Donc Rachel nous explique qu'elle avait un voisin un tout petit peu handicapé. Donc elle nous parle de retard mental, en gros elle nous dit qu'il est lent. Pas d'entourage qui a un handicap, mais j'étais mal à l'aise au moment où tout le monde lui laisse dire qu'il est lent pour dire qu'il est handicapé. Non, en fait. Non, il est lent. Ça c'est un autre sujet. Bref, elle avait un voisin qui avait quelques lenteurs, quelques difficultés selon elle, parce que bien évidemment on ne connaît pas le handicap exact du gars, vu qu'elle dit juste qu'il est lent. Voilà. Donc, elle prend ce petit voisin et il lui dit qu'il a un truc super beau à lui montrer, donc c'est super lent. Et là, ils se mettent à marcher dans la forêt. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Où sont les parents? Bref, jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Ils marchent dans la forêt et là, ils trouvent l'endroit en question et je crois que c'était une sorte de caravane abandonnée, si je me souviens bien. Désolée pour mes souvenirs. Alors, on va faire avec ça. On a que ça, de toute façon. Donc là, ils décident de marcher. Et il la trouve, donc il rentre dedans et ose.
Et puis la meuf, vu qu'elle a pas trouvé ça assez fun, qu'est-ce qu'elle trouve de meilleur, plus drôle et plus fun à faire? Enfermer ce voisin handicapé, l'an 1 si vous préférez, dans une des pièces de cette caravane et de se tuer, vraiment de rentrer jusqu'à chez elle. Elle rentre chez elle, son père, le père de l'handicapé du coup, de la personne handicapée, parce qu'on n'a pas son nom, je suis vraiment désolée, il sera décrit comme la personne handicapée ou la personne lente, désolée. Eh bien, il décide de venir chercher son gosse, qui est totalement normal, vu que c'est la dernière personne qu'il a vue. Il parle à la fille, il lui dit « Oui, est-ce que tu sais où est mon fils ?» La meuf non, je sais pas du tout, je sais vraiment pas. Elle a rien dit. Et elle le dit vraiment à table, parce que du coup, les secrets, ils le disent à table. Elle le dit à table que ouais, elle sait pas du tout, qu'elle a menti parce qu'elle était sous la panique. Bien sûr, durant toute son explication, il y a des excuses. Mais ça, j'y reviendrai après dans mon opinion. Donc, la jeune dame décide de laisser passer sa grosse action de fou malade. Le lendemain, il y a une battue. Donc littéralement, le gosse est recherché toute la nuit et le lendemain, on retrouve cet enfant en vie. Dieu merci. Et là, franchement, mon cœur vraiment, il battait à ce moment-là. Je me suis dit, mais est-ce qu'on le retrouve en vie ou est-ce qu'elle annonce devant tout le monde, genre là, à demi-mot en train de rigoler, qu'elle a buté un gosse, quoi. Bon, jusqu'ici, on continue parce que, à ce qui paraît, ce n'est pas le pire secret. Donc, actuellement, on a l'un des pire secret aussi, mais je reviendrai après dans mon opinion parce que je vous assure qu'ils l'ont fait passer ce secret comme si c'était de la merde, comme si ce n'était rien du tout, alors que franchement c'est super grave. Bref, on a Charlie, juste ici, le personnage le plus soft de la série, disons, qui explique qu'il n'a pas de secret, qu'il n'a rien fait de grave, il se met à chercher dans sa tête et autres, puis d'un coup il dit oh, j'ai harcelé un gamin et il a dû quitter la ville. Quoi? C'est pas assez grave? Ouais, c'est pas assez grave. Ce n'est pas assez grave, selon ce... Attendez, je crois que... On ne l'a pas assez fait. J'ai harcelé un enfant qui a dû déménager tellement je l'ai cyberharcelé. Et toute la table qui lui dit mais c'est rien ça. Ton secret, c'est du pipi. Et ouais, c'est du pipi de chat. Quoi? Il va y tuer un gosse dans la forêt quand même. Faut que t'avoues pire. Donc là, on le fait passer pour le mec le plus nice de la table. Le gars n'a pas de secret. Donc on passe à Emma. Et là, Emma est super mal à l'aise. Jusqu'ici, on comprend. Donc on a le petit secret d'Emma. Et Emma, son secret, c'est qu'elle a organisé... Elle a organisé une tuerie de masse, petit à petit, chez elle. Sauf qu'au final, elle n'est jamais passée à l'acte. Et c'était ça son secret. Elle n'est jamais passée à l'acte, mais elle a organisé, elle a pensé, elle a réfléchi à une tuerie de masse. Et là, Rachel met fin à absolument tout. Elle explique que c'est une folie, qu'elle est complètement malade, qu'elle est complètement touchée en fait et qu'elle doit se faire soigner, que c'est pas du tout normal et que sa cousine est handicapée à cause d'une tuerie de masse. Et donc, parce que sa cousine a été atteinte, ça devient le secret, le pire de tous les secrets. Voilà. Parce que sa cousine est handicapée, aucun des secrets qui n'a été révélé n'est grave, à part le fait que madame ait pensé à une tuerie de masse. Et là, durant tout le film, on doit juger si Charlie doit pardonner ou pas Emma. Si ce que Emma a fait, c'est grave, ou Charlie devrait passer à autre chose au nom de l'amour. Là, maintenant, je pense que je devrais passer à mon opinion. Parce que tout le reste du film, honnêtement, je vous assure, ne vaut pas plus la peine que ça. Je peux vous le raconter en quelques secondes. C'est Charlie tout du long qui essaye de savoir s'il doit la pardonner ou pas. Il finit par la tromper. Après, il regrette sa tromperie. Le mariage passe. C'est une catastrophe. En plus de ça, ils invitent Rachel. Rachel fait n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Emma quitte le mariage parce que bien sûr, il a voulu la tromperie devant tout le monde. Au final, ils se retrouvent dans un café et ils recommencent tout à zéro. Ils finissent ensemble. Bref, passons aux opinions. That's my opinion! On va passer d'abord à une opinion générale parce que je pense qu'il faut couper en deux une opinion sur chacun des personnages parce que j'ai des choses à dire et une opinion sur tout. Donc mon opinion sur tout, c'est parti. Tout du long, on n'a pas pensé au facteur le plus important parce qu'on a suivi comment Emma a créé de toutes pièces, comment dire, son personnage qui devait tuer ses camarades de classe. Parce que ça ne vient pas de nulle part. En fait, elle a été mise de côté pendant un long moment. Elle a limite été moquée, donc harcelée vu que c'était répété, mais ils nous ont pas montré un harcèlement non plus
amplifié. Mais le fait qu'elle était isolée à chaque fois, ça montrait qu'elle développait, comment dire, de la colère envers les groupes qui, eux, avaient des amis. Et elle avait quelques remarques insultantes, dont quelqu'un qui lui, littéralement, la pousse et son appareil, il finit HS, quoi. Et la meuf, c'est un peu la goutte de trop. Donc de là, elle commence à suivre plein de personnes qui ont fait des tueries de masse, à s'informer sur le truc. Elle prend l'arme de son père. Et là, je vous avais dit que cette fille était sourde. Et bien, devinez pourquoi elle est sourde. Parce qu'elle a utilisé le fusil de son père et qu'elle se retrouvait du coup à tirer. Sauf que elle a tiré trop proche de son oreille. Et là, hop, le tympan a explosé. Et à ce moment-là, déjà, c'était un traumatisme, mais ça ne l'a pas empêché de continuer. Donc il faut imaginer le degré d'à quel point elle devait être touchée mentalement pour perdre son oreille, mais continuer de se dire « Je vais buter mes camarades. Ouais, ils méritent tous de crever. » Bref. Et ça, du coup, la fille continue. Donc vraiment, elle continue. Et là, je peux comprendre que Rachel soit énervée à ce moment-là, parce que oui, mais ça, elle le sait pas, hein, tout ça. Bref. Je peux comprendre qu'à ce moment-là, on soit énervé contre Emma, parce que pour moi, c'est une folie. Mais jusqu'ici, Charlie, il a aucune empathie. Hein. Vraiment, il dit, mais elle est complètement malade, elle est complètement touchée. Ce qui est aussi totalement normal. On continue toujours dans le récit d'Emma, et là, on comprend que à un moment, elle a un turnover, il y a une activité après une tuerie de masse qui se passe avant. Donc, littéralement, elle n'a pas tué des gens parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait avant elle. Oui, Zendaya, j'essaye de t'aider, mais c'est un peu impossible. Je suis désolée. Donc bon, elle ne tue pas ses camarades parce que quelqu'un le fait avant elle, et du coup, il y a une grosse campagne de prévention. Et cette campagne de prévention, elle crée chez Zendaya, donc Emma, le personnage d'Emma, parce que bien sûr on peut pas sortir non plus du film. Donc ça crée chez Emma, une sorte d'empathie qu'elle recrée, parce que ses camarades la calculent en fait. Lors d'un jeu auquel ils se mettent à tourner en rond, elle se met à pleurer, et là une camarade la prend dans ses bras, et elle continue de pleurer, et quelqu'un d'autre la calcule. Et du coup, elle se retrouve à voir qu'elle n'est pas invisible, qu'elle n'a pas forcément besoin de tuer des gens. Désolée, je fais un signe d'arme, c'est complètement crazy, surtout vu ce dont on est en train de parler. Mais elle n'a pas forcément besoin de tuer des gens pour être calculée et pour avoir de l'importance aux yeux des gens. Et ça, elle le remarque très vite. Et du coup, vu qu'elle s'y connaît un tout petit peu, parce qu'ils finissent par discuter un peu de ça et que les gens critiquent les tueries de masse et disent que c'est vraiment un truc d'homme, elle répond que non, il y a déjà des chiffres, il y a des personnes, des femmes qui ont tué et qui ont organisé ça avant. Et comme elle connaît tout ça, il y a quelqu'un qui la repère et qui lui dit « Est-ce que tu voudrais faire partie de notre campagne anti-armes ?» Elle décide d'y participer, et là elle prend conscience, et tout d'un coup c'est une nouvelle Emma qui se crée, et elle quitte tout ça. Donc vraiment elle devient militante, elle jette le fusil de son père, elle arrête de penser à tout ça, et elle devient une nouvelle personne. Et c'est cette Emma là qu'on croise, qui est sourde, et qui lit des livres et autres, qui est dans une autre sphère. Donc Charlie, à ce moment-là, il est censé trancher si oui ou non il la pardonne. Devinez qu'est-ce qu'il fait tout le film? Avoir peur de sa compagne. Ce qui est totalement normal. Jusqu'ici, on peut le pardonner. C'est totalement normal. Sauf que le gars, il cherche partout l'approbation des gens. Et partout, il cherche pas l'approbation de n'importe qui, hein, vous voyez. En fait, désolé, ce film, il est tellement nuancé. Le côté de Charlie, il est compréhensible. Et le côté de Emma, il est totalement compréhensible. Parce que, meuf, t'étais seule, t'étais abandonnée, t'as fait des choix pourris. Littéralement pourris. Hein. Parce que pour moi, pour tuer d'autres enfants, même si t'es mal, ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas. Mais t'as fait des choix pourris, vraiment totalement dangereux et fous. Hein. Pas fou, parce qu'en soi, t'es totalement lucide. T'as fait des choix totalement débiles. Mais au final, tu finis par te rétracter, et ça, j'applaudis. Malgré le harcèlement, tu finis par te rétracter et te dire que ces gens méritent de vivre. Je me dis, il y a quand même quelque chose à faire de ce profil-là. Puis ensuite, Charlie, lui, il voit tout ça, mais comme une personne totalement normale, il se dit, elle a quand même essayé de buter des gens. Elle a quand même essayé de buter des gens, en fait. Donc, si le gars, il avait pas tué avant, où est-ce qu'on serait, là? Elle serait sûrement chez les flics, en prison depuis des années, et moi, je l'aurais jamais rencontré, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il jette tout ce qui fait penser à des armes. Donc, par exemple, il croise une tasse, il se dit, waouh, il y a écrit « Bois ce café ou je te tue ». Il le jette direct, genre il se dit, ça va lui créer des idées, c'est mieux que je jette ça.
Ensuite, il se met à demander à sa collègue, puis il finit par embrasser cette collègue. C'est là où je me suis dit, c'est vraiment un homme ou c'est juste une caricature masculine? Parce que si vous pensez directement après avoir été réconforté que parce que vous avez été réconforté, c'est de l'amour ou c'est de la sensualité, c'est super, super chelou et il faudrait se faire soigner. Donc, bon, à la fin, il décide de la pardonner, mais pour des raisons qui n'ont totalement rien à voir. C'est par amour, c'est tout. Moi, j'aurais aimé qu'il se conscientise sur sa personnalité, qu'il ait des doutes, que bien sûr, elle n'est pas réellement changée, ou que par frustration ou autre, ça puisse recréer chez elle ce sentiment de se dire « il faut que j'élimine un être humain ». Mais pas du tout. On passe pas du tout à cet aspect. Il la pardonne juste par amour parce que il a peur de la perdre et que voilà, c'est tout. Pour le point de vue général, voilà, je pense qu'on est littéralement passé à côté du sujet le plus important. J'aurais bien aimé qu'on comprenne à quel point l'harcèlement avait bousillé cette fille au point qu'elle se dise que la violence était sa solution et que parfois il faudrait peut-être regarder les jeunes avant qu'ils passent à l'acte. Et ils ont pensé à regarder les jeunes après que notre jeune ait décidé de passer à l'acte. Et je pense que ça aurait pu être important si Charlie, qui du coup découvre tout ça, ils se disent « Ah, mais c'est choquant, comment t'as pu y penser? Oui, c'est vrai. » Et ensuite, mais comment t'as pu être seule à ce point, tu vois? Qu'on développe un peu l'idée. Là, on était vraiment tous contre Emma en mode « Elle est complètement crazy, cette meuf. » Voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Le reste, la tromperie, j'ai trouvé ça que c'était inutile. Ouais, pourquoi? Pourquoi le mec, il est complètement fou amoureux de sa copine? Pourquoi foutre ça là? Et c'est comme un peu nous légitimer de... On peut être amoureux et tromper son partenaire. Ok, mais pourquoi le foutre là, quoi? Enfin, on aborde un sujet beaucoup plus profond. Pourquoi le foutre là? Ensuite, du coup, les couples, leur dynamique était super chelou. Voilà. Que ce soit l'un ou l'autre, leur dynamique était super chelou. Et ça, je vais m'en exprimer là maintenant quand je vais vous présenter chaque personnage. Donc, Rachel, je trouve qu'on est littéralement passé à côté de la dinguerie de son secret parce que la fille aurait pu tuer le petit garçon. Donc en fait, cet enfant handicapé, il pouvait mourir là où il était planqué parce qu'il avait ni eau ni nourriture. Comment il sort, comment il mange, comment dire, il fait ses besoins aussi parce que les infections là, on n'y pense pas. Comment il se sent aussi mentalement parce que ça a dû le déséquilibrer mentalement, le fait de dire qu'il a pas son père, il a pas sa mère et il se retrouve bloqué pendant une soirée tout entière, voire journée, je sais pas à quelle heure on l'a retrouvé, à un endroit perdu et personne ne vient le chercher. Et la fille qu'il a bloquée là, déjà il la reverra jamais, donc elle aura pas l'occasion de s'excuser. Et en plus de ça, il se retrouve là à se dire c'est tout ce que je méritais parce que je suis handicapée. Pour moi c'est fou et je me dis on aurait peut-être dû passer plus de temps sur ce secret à se dire ma chérie t'es complètement tarée toi aussi. Oui t'es complètement malade en fait. Bon, désolée. Mais on passe surtout à la partie de Rachel a subi indirectement vu que sa cousine est handicapée à cause de ça. Rachel a subi, donc Rachel est la victime et Rachel pense que Emma devrait s'excuser éternellement. Parce que oui, Emma s'excuse à table, elle dit qu'elle est vraiment désolée. Ça ne suffit pas, Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc jusqu'ici, elle doit continuellement demander des excuses et Charlie doit la quitter. Ah oui, ces excuses, ça doit aussi passer par l'isolement parce que Charlie devrait quitter une meuf aussi timbrée. Ce que je comprends aussi, parce que si elle est dangereuse, c'est ok. Mais toi aussi t'es dangereuse en fait et y a personne qui t'a quitté et Mike il a même pas pensé à te quitter voilà. Donc ensuite son personnage il est complètement fou, genre parce que désolé on peut pas passer la dynamique du fait que ce soit une femme blanche et c'est un homme noir. Elle lui parle comme un sac à chaussettes, vraiment elle lui parle comme un sac à chaussettes durant tout le film et ça arrive aussi dans les couples hommes blancs femmes blanches et tout Mais ces dynamiques qui nous foutent à chaque fois dans les couples mixtes, à chaque fois à la télé, ils sont obligés de te mettre soit la femme qui est super masculinisée et l'homme qui l'est pas du tout, soit le mec qui parle que de sexualité. Voilà. On passe au personnage de Mike, complètement inutile. Complètement inutile. Sa femme avoue une dinguerie, il bouge pas, ça l'intéresse pas, il aime quand même, y a pas de souci. Et ensuite, quand c'est au moment de Charlie, et que Charlie découvre la folie sur sa femme, alors lui, il doit la quitter. Ah, bizarrement, lui, il doit la quitter. Mais lui, la question se pose jamais. Sa femme, c'est une meuf géniale. Donc, voilà. Pour vous dire, il n'y a rien à dire pour ce personnage. Il est creux.
il est creux, il a aucune importance dans le film. Vraiment, il a aucune importance, juste il aide un peu Charlie pendant les vœux, mais c'est tout. Et comme d'habitude, il sert juste à faire des grimaces, genre... C'est tout. Ensuite, on passe au personnage du coup de Charlie. Le personnage de Charlie, je trouve qu'il est assez complet, parce qu'il y a un moment auquel il se questionne énormément. Il y a un moment auquel il se dit, bah je l'aime beaucoup, c'est vrai, mais ce qu'elle a fait c'est quand même fou. Est-ce que je la quitte? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que... Il sait pas. Mais après, au moment où, par exemple, il la voit, par exemple, vomir ou autre, bah il commence quand même à se dire, bah c'est ma copine quand même, donc je vais pas la laisser comme ça. Et puis, il est plus dans l'optique, raconte-moi, explique-moi. Mais la partie auquel je trouve qu'il est creux, c'est que ton partenaire ou ta partenaire t'explique. Moi, par exemple, même si mon copain, je pense que je sais pas si je le garderais s'il me disait qu'il avait essayé de faire une tuerie de masse, mais je sais qu'au moins, au moment qu'il me parlerait de sa partie de harcèlement, même si je sais qu'il a organisé cette folie, je le réconforterais quand même, tu vois, je lui dirais, waouh, tu méritais pas ça. Il n'y a pas eu cette partie-là. On a littéralement minimisé la partie harcèlement qui a poussé cette jeune fille à faire cette folie. Et vous savez pas l'impact que ça peut avoir sur une personne, surtout aussi jeune, parce qu'elle devait avoir 12-13 ans. Bref, par contre, son personnage est quand même complet parce qu'il se pose énormément de questions et à un moment qu'il y bascule tellement dans des émotions qu'il passe à la tromperie. Et vraiment, ça passe du coq à l'âne. Il pleure, il pleure, il pleure. Une fille assez jolie, on peut dire, bon, je la trouve pas jolie, mais assez dans les critères de beauté, passe. Et puis là, il se dit, elle me réconforte, donc je peux l'embrasser. Il l'embrasse, ça part dans une scène un peu plus, voilà. Au final, rien ne se passe du tout. Genre vraiment, il recule et il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il s'en va. Il finit par se marier. Et là, au mariage, il se rend compte qu'en fait, je m'en fous. Ok, t'as buté des gens. Ok, t'en as pas buté. Je m'en fous. Et là, je me dis, ouais, c'est vraiment le genre de truc que je me dirais, si par exemple mon copain fait une tuerie de masse, je me dirais, bah non, en fait, je te déteste, t'as failli tuer des gens. Et il y a un petit moment auquel je serai en mode, ok, t'as failli buter des gens, mais c'est pas grave. Vous voyez les sentiments qui passent du coq à l'âne? Bah, c'est exactement ça. Et je trouve qu'il a bien fait. Ensuite, le personnage d'Emma, je trouve qu'il est assez complet, assez diversifié. On se rend compte que c'est une fille qui a subi. Et les parents, même s'ils étaient là, bah, ils n'étaient pas là. Les amis, elle n'en avait pas. Et elle a fini par grandir et changer. Elle a fini par avoir de meilleurs choix et faire des actions beaucoup plus éthiques. Et franchement, je me reconnais un peu dans cette jeune fille, quoi. Aller au café, aller lire, être dans un travail plutôt, comment dire, elle est un peu corporate, on va pas se mentir, elle est un peu corporate, elle a un très petit cercle, et c'est un cercle, ils se disent pas grand chose à part quelques petites broutilles, vous voyez, donc c'est un truc assez light, quoi. En fait, elle vit la vie en mode, ça vient, ça part, ça vient, ça part, voilà. Mais en tout cas, son cercle, elle le choisit correctement, et je pense que c'est quelque chose qui est propre aux personnes qui ont souvent vécu du harcèlement, genre, niveau amitié, ils choisissent vraiment correctement leurs amis. Désolée, je suis partie dans un blabla. Donc ouais, je trouve que je me reconnais beaucoup dans ce personnage parce qu'il est super bien construit. Il est super bien construit. Déjà, la partie harcèlement, je comprends ce qu'elle a dû ressentir, mais de là à avoir de la haine, de la colère, ça je comprends pas parce que j'ai jamais eu de colère au point de me dire je tuerai tout le monde. Mais c'est déjà arrivé aux États-Unis et c'est un truc qui est surtout très culturel, le fait des tueries de masse. Eux, vous voyez, quand nous, c'est je plante celui qui m'a fait du mal, je le pardonne. Eux, c'est, bah, je les tue tous parce qu'ils étaient là, vu qu'ils ont des armes. Je bute cette meuf. Nous, on pense pas à ça. Genre, les seules agressions qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est la gazeuse, le couteau, c'est tout. C'est pas culturel chez nous. Voilà, donc je pense que j'ai fait assez le tour des personnages. Et ouais, j'ai pas pensé aux autres parce que franchement, ils étaient pas intéressants. C'était juste un tour de tous les personnages. Sinon, je pourrais vous montrer si je retrouve la photo de la meuf avec qui il essaye de tromper Emma. Enfin, littéralement, il la trompe parce que, bon, on va dire, un bisou, c'est une tromperie. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce qu'on peut commenter? Parce que là, actuellement, je pense à commenter tuerie de masse. Mais non, on va pas faire ça. On va commenter harcèlement. Harcèlement. Parce que oui, même si ça a été invisibilisé dans le film, bah dans la vraie vie, ça devrait pas être invisibilisé parce que c'est à cause d'actions comme ça que les gens ils font des trucs vraiment stupides. Voilà, genre se sauter la vie alors qu'ils peuvent avoir une vie superbe. Genre tuer une personne qui nous a fait du mal pendant un temps alors que notre vie pourrait être vraiment mieux si on s'écarte de ces personnes-là. Même si ça devrait pas être les victimes qui devraient s'écarter et ainsi de suite. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Bref, n'hésitez pas à vous
vous abonner à mes réseaux. C'est la fin de cette vidéo. Donc on a TikTok. Ici je vous raconte ma vie et je fais du sport, énormément de sport. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment maigri. Ici Snapchat, je vous montre un peu ma vie, mais j'hésite un peu encore à vous snapper étant donné que vous n'êtes pas beaucoup à me suivre. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et Instagram, on fait de super belles photos. Voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. Bye people. Merci beaucoup de m'avoir écouté, franchement ça fait plaisir. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Franchement, on en a besoin, surtout pour les petits créateurs. Et comme vous le savez, c'est rare que je fasse des vidéos toutes les semaines, mais j'essaye. Vraiment, j'essaye. Je fais de mon mieux, d'accord ?